Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. On est très contentes et contents de vous avoir parmi nous. Merci d'être là pour assister à ce panel qui est dans le programme de la Kimpa Vita sur un sujet, je pense, qui est très pertinent et en même temps très actuel. Donc, on va parler là cet après-midi du Code de la famille avec deux contextes différents, mais quand même qui se ressemblent pas mal, même s'il y a des divergences. On va parler du Code de la famille avec un regard sur deux pays qui ont des similitudes en étant des pays quand même à forte influence musulmane. On va parler du Maroc, qui est un pays avec un régime monarchique et qui est un pays musulman. Et puis, on va parler du Sénégal, qui est un pays démocratique laïque, mais qui également a beaucoup de choses à voir et à présenter dans le cadre du Code de la famille sénégalais. Donc, l'intitulé exact, c'est le Code de la famille au Sénégal et au Maroc, comment les mouvements féministes se mobilisent pour des réformes plus égalitaires. Donc, dans ces particularités-là, plutôt religieuses et musulmanes, pour être un peu plus précise des deux pays-là, on va noter que le Sénégal a instauré un code de la famille qui n'a pas été changé et que le Maroc a pu avoir des réformes. Et on va discuter de tout ça avec nos intervenantes qui nous viennent du Sénégal et du Maroc. On a le plaisir d'avoir avec nous Ndeye Madjiguène Sarr, de l'Association des juristes du Sénégal. Ndeye Madjiguène est la coordinatrice de la boutique de droit de Pikine. Et je pense que c'est très important de se présenter. Donc, je dirais très peu, mais n'hésitez pas à revenir sur votre présentation si vous pensez qu'il y a des choses que je n'ai pas pu dire, parce que c'est important de valoriser toutes les choses que vous faites. À côté de Ndeye Madjiguène, on a aussi Fatou Warkha Samb, qui est journaliste et fondatrice de Warkha TV, qui est aussi la co-coordinatrice du réseau des féministes du Sénégal, en même temps conseillère municipale et candidate aux législatives de demain. Merci d'être avec nous aussi. Et on a aussi le plaisir d'avoir avec nous une doyenne sur ces questions-là qui nous vient du Maroc, Nouza Guessous, qui est une chercheuse et consultante en bioéthique et droits humains. Nouza est ancienne professeure de biologie médicale à la faculté de médecine de Casablanca, essayiste et chroniqueuse. Dr Guessous a été présidente du comité international de bioéthique de l'UNESCO. Elle a aussi participé à la commission consultative royale chargée de la réforme de la Moudawana, le code de la famille, au Maroc en 2004. Donc c'est une experte sur le sujet au Maroc que nous avons le plaisir d'avoir avec nous. On va pas... Enfin, sans plus tarder, on va commencer parce qu'on avait 30 minutes de retard. On va commencer avec Madjiguène. Madjiguène, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui revenir sur la naissance du Code de la famille au Sénégal? Comment est-ce que ça s'est fait? Comment s'est fait la naissance du Code de la famille au Sénégal? Et quel a été peut-être le rôle que les mouvements féministes ou féminins ou encore l'AJS ont pu jouer à ce moment-là? Merci. Merci beaucoup, Adama. Avant tout, je m'excuse pour ce retard. Alors, je dirais, j'étais un peu malade cette semaine. Donc, par rapport à la question, merci beaucoup à la Kimpativa pour l'invitation. Par rapport à notre code de la famille ici au Sénégal, donc je me présente encore, Ndeye Madjiguène Sarr, je suis juriste. Je suis la coordonnatrice de la boutique de droit de Pikine, qui est un centre d'écoute, de conseil et d'assistance juridico-judiciaire qui a été mis en place par l'Association des juristes sénégalaises depuis 1972. C'est une organisation qui existe depuis 1974 officiellement, l'AJS. Donc cette année-ci, on a 50 ans. Depuis 2010, on a initié ce qu'on appelle les boutiques de droit, qui sont des centres où, à ce jour, l'AJS dispose de 9 boutiques de droit dans cette région du Sénégal. Je suis la coordonnatrice de l'une de ces boutiques de droit, à savoir la boutique de droit de Pikine. En même temps, je suis la chargée de communication de l'AJS. Par rapport à la question relative au code de la famille, c'est un code qui a été adopté en 1972. Mais il faut savoir que c'est toute une histoire. Parce que c'est le 12 avril 1973
1961 qu'une commission avait été mise en place pour déjà mettre en place ce qu'on appelle le code des obligations, mais aussi le code de la famille. Et le code de la famille, à l'origine, c'est un code qui réglemente tout ce qui est état des personnes, état de la famille et tout ce qui va. Donc, toutes les relations sociales, la famille, le mariage, les questions de divorce, de naissance, de succession, entre autres. Et la commission avait été mise en place en 1961, mais c'est en 1972 qu'on a pu avoir le code de la famille. Donc, 11 ans après l'instauration de la commission. Donc, toute une histoire. Ce code-là, un code qui a été mis en place, déjà, comme je l'ai dit tantôt, pour réglementer l'état des personnes et de la famille. Mais avec ce code, on a pu identifier plus de 68 coutumes au Sénégal. 68 coutumes. Et sur la base de ces coutumes, on a pu prendre en compte des dispositions qui réglementaient tout ce qui est état des personnes et de la famille. Et dans ce code, on retrouve autant les règles du droit musulman que les règles des règles coutumières. Donc, c'est un code assez hybride qu'on a ici au Sénégal, mais que nous, en tant qu'organisation de femmes et en tant qu'organisation de promotion des droits des femmes, que nous jugeons à ce jour discriminatoire à plus d'un titre, et nous allons y revenir, parce que pour nous, certaines des dispositions qui se retrouvent dans ce code peut-être ne prennent pas en compte comme il faudrait la question des droits des femmes. Parce que cette partie du droit musulman qui a été incorporée dans ce code de la famille est relative à ces questions de succession. Et dans cette partie, c'est principalement les hommes qui sont avantagés. On ne veut pas être nihiliste, comme je le dis toujours. On a un code de la famille qui est là, qui peut-être à un moment donné a permis de venir à bout de certaines difficultés comme les questions de répudiation, parce qu'avant l'adoption du code de la famille, les femmes font toujours même l'objet de beaucoup de difficultés relatives à ces questions de répudiation, entre autres. Mais après l'adoption de ce code en 1972, tout ce qui est relatif au mariage, à ces questions de répudiation ont été réglementées. Et à travers le code de la famille, la répudiation est considérée comme injure grave ici au Sénégal. À travers le code de la famille, peut-être notre Tata qui est en ligne pourra y revenir par rapport au Maroc. Ce code de la famille a toute une histoire parce que, au regard de son adoption et du contexte, je l'ai dit tantôt, mais au regard même du contexte ouest-africain, on est en avance par rapport à beaucoup de pays. Nous, on fait beaucoup de contestations et on le dit toujours, c'est un code qui doit être révisé, mais par rapport à beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest, on est en avance. Et beaucoup de pays ont pu copier à travers notre code de la famille. Et récemment, une de nos membres qui est magistrate, juge, a été au Maroc pour même revoir certaines dispositions du code de la famille marocaine qui ne prend pas en compte certains aspects qui ont été largement dépassés et pris en charge par le code de la famille au Sénégal. Parce qu'ici au Sénégal, l'enfant peut hériter de sa mère. La femme peut hériter. Donc, ce qui n'existe peut-être pas dans beaucoup de pays et dans beaucoup de codes de la famille. Malgré ce fait-là, ça a pris en compte des besoins, mais que nous, aujourd'hui, nous jugeons que ces besoins ont été en grande partie dépassés et on doit revoir, réhabiliter, revisiter ce code de la famille. Merci beaucoup, Majiguène. On va revenir justement sur des questions beaucoup plus précises tout à l'heure, sur notamment l'héritage dont tu parlais tout à l'heure, l'autorité parentale et tout ça. On va passer à vous, Nouza. Même question qu'à Majiguène. Comment est-ce que le code de la famille marocain est né? Comment est-ce que ça a été instauré et quand est-ce que ça a été le cas? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là. Et je vais relier exactement ce qui vient d'être dit. Il y a toujours eu des rapports extrêmement proches entre le peuple sénégalais et le peuple marocain, ne serait-ce qu'à travers la tariqa Tijaniya, puisque Sidi Ahmed Tijani est enterré dans la ville de Fès. Il y a un mausolée Tijani à la ville de Fès, qui est la ville de ma naissance. D'ailleurs, c'est dans cette ville que j'ai grandi. Et pendant longtemps, dans mon enfance, j'y allais passer des après-midi avec ma maman, paix à son âme. Donc, il y a vraiment ce qui veut dire que effectivement,
il y a certainement non seulement des contacts humains, mais il y a aussi, je reviens à ma formation de base, une interfécondation des cultures. Hein, d'autant plus qu'en parallèle, il y a quand même une communauté marocaine qui vit et qui a vécu pendant longtemps au Sénégal. Alors, revenons à l'historique du Code de la famille au Maroc. Si vous pouvez bien passer la diapo numéro 2. Voilà. Donc, concernant l'historique du Code de la famille, du droit de la famille d'une manière générale au Maroc, ici, comme vous le voyez sur la diapositive, je le fais démarrer à l'indépendance, 1957-1958. Mais en fait, comme on est là en train de voir la participation des femmes, quelle a été la participation des mouvements féminins à l'amélioration de la situation juridique et sociale des femmes dans nos pays, je voudrais dire que les femmes marocaines se sont mobilisées depuis 1944, c'est-à-dire bien avant l'indépendance, à travers la création d'associations féminines qui ont participé justement au mouvement pour l'indépendance. Donc, le premier code de la famille, la première, disons, écriture du droit familial, parce que juste l'indépendance, c'était les juges qui jugeaient en fonction des règles du fiqh et des règles du fiqh qu'ils connaissent eux-mêmes. Donc, à partir de l'indépendance, on a eu un droit unifié qui était le code de statut personnel. Et comme nous sommes du rite malikite parmi les sunnites, ça s'appelait Mudawwana. C'est la Mudawwana, Mudawwanat al-Ahwal al-Shakhsiyya, qui veut dire code du statut personnel, et même le code de la famille qui a été proclamé en 2004 s'appelle Mudawwanat al-Usra, la Mudawwana de la famille, en référence à l'ouvrage de l'imam Malik. Donc, c'est en 1957 et 58 qu'il a été élaboré par une commission comportant des oulémas, mais aussi des juristes, et qui était présidée par un nationaliste, qui est Fa'al al-Fassi. Et en fait, dès sa proclamation, il y a eu aussi bien de la part du rapporteur, qui était al-Fassi, que de la part de la société, et des femmes en particulier, il y a eu des remarques comme quoi ce code de statut personnel n'était pas à la hauteur des attentes des femmes marocaines qui ont participé et qui ont lutté pour l'indépendance. Ce qui fait qu'en fait, depuis 1944, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu des mouvements qui se sont suivis les uns après les autres. Je voudrais citer 2 ou 3 étapes qui sont capitales. La première, c'est que entre le milieu des années 80 et le début des années 90, une association, une des premières associations marocaine qui est féministe marocaine, qui est l'Union d'action, à l'époque elle s'appelait l'Union d'action féminine, depuis déjà plusieurs années elle s'appelle l'Union d'action féministe, avait lancé une pétition du 1 million de signatures à la fin des années 90, et cette pétition visait justement rassembler 1 million de signatures pour obtenir la révision du code de statut personnel, et il y avait des propositions qui étaient faites concernant justement le mariage et la nécessité de la tutelle légale, même de la tutelle matrimoniale. Donc, on demandait la suppression de cette tutelle. Il y avait des propositions concernant les règles de divorce, l'âge de mariage et des propositions concernant les droits des enfants. Cela a soulevé un véritable tollé dans la société marocaine et ça a été même une des raisons de l'émergence sur la place publique de la mouvance traditionnelle à référentiel exclusivement islamiste. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, au début des années 90, Feu Hassan II, le roi du Maroc, avait confié la tâche à un petit groupe, c'était pas une commission constituée, à un petit groupe d'apporter des modifications, et il y a eu une réforme partielle qui a porté sur certains articles. Ils sont notés là-dedans. Il y a eu la suppression de l'obligation de la tutelle sur le mariage des femmes majeures qui n'ont plus de père, parce qu'elles n'ont plus de père. D'ailleurs, comme je le dis régulièrement pour détendre l'atmosphère, la blague qui circulait dans les associations féminines était de dire, si vous voulez vous marier
être autonome pour vous marier, vous n'avez plus qu'à tuer votre père. C'était vraiment la blague de mauvais goût qui circulait. Donc, il y a eu suppression de l'obligation de la tutelle pour le mariage des femmes majeures orphelines, sachant que la majorité était à 20 ans à l'époque. Il y a eu aussi un élargissement de la tutelle légale des femmes, des mères sur les enfants en cas de divorce ou en cas de père absent. Il y a eu une légère restriction sur les règles de polygamie et puis la répudiation telle qu'elle a été citée tout à l'heure a été freinée dans la mesure où il y a eu une obligation de passer, que l'acte de répudiation soit quand même validé par le tribunal. Et puis, il y a eu d'autres petites choses comme le certificat médical et la création du conseil de famille. Donc ça, c'est l'étape qui a suivi la pétition du 1 million de signatures. Ensuite, on va arriver à la fin des années 90 avec la passation, le nouveau règne, après le décès de Hassan II, et le premier gouvernement d'alternance, qui était un gouvernement avec des ministres appartenant à la mouvance progressiste. Et il y a eu un plan ministériel pour l'intégration des femmes dans le développement, qui comportait plus de 200 propositions, dont 7 seulement concernaient le code de la famille. Et c'est là où le tollé était encore plus fort et on est arrivé aux marches, aux fameuses marches dont vous avez certainement entendu parler, les 2 marches en mars 2000, l'une à Casablanca, l'autre à Rabat. Celle de Casablanca était justement contre le plan pour l'intégration des femmes dans le développement à cause de ces 7 dispositions sur le code de la famille, et celle de Rabat était dans le cadre de la marche des femmes. C'est ça que le plan a été retiré parce qu'on est arrivé à une impasse et que le roi, en tant que commandeur des croyants, à la demande d'une coalition d'associations féminines et féministes, a pris le dossier en charge et qu'il a annoncé en avril 2001 la constitution d'une commission consultative pour la réforme du code de statut personnel à laquelle j'ai eu l'honneur et le privilège de participer. Cette commission a travaillé pendant 30 mois pour remettre son rapport ou ses propositions en septembre 2003 et c'est en octobre 2003 que ça a été présenté à l'ouverture du Parlement. Il y a eu une discussion au Parlement, de petits amendements et puis le code de la famille a été adopté donc le 16 février 2004. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui, parfaitement bien. Merci beaucoup, Nouza. Et justement, en parlant du contexte du Maroc, il y a eu un propos très très fort du roi Mohamed VI, justement à propos de cette Moudawana-là, qui posait une question. Comment peut-on espérer développer la société et promouvoir la condition des femmes qui en constituent la moitié, alors que leurs droits sont bafoués et se trouvent exposés à la discrimination, la violence et la marginalisation? Et c'est une question importante qui me permet de faire la transition vers Warha. Si aujourd'hui on considère justement que c'est une réalité, les hommes, c'est des femmes et des hommes, donc la moitié de la population est féminine. Comment peut-on, d'après toi, comment peux-tu voir l'implication ou peut-être à quel moment en fait les femmes ont pu être consultées, même dans la réflexion et même la mise en place du Code de la famille au Sénégal, sachant qu'elles sont quand même les premières personnes concernées par les dispositions relatives au Code de la famille? Merci Adama pour la question. Donc, bonjour à tout le monde. Merci Kimpa Vita pour l'invitation et l'implication. Et vraiment félicitations. C'est toujours agréable de venir assister à ce festival. Et voilà, comme Madjiguen l'a dit, comme aussi Madame vient de le dire, on se rend compte que concernant le code de la famille, c'est souvent les hommes en fait qui se regroupent pour décider de ce que nous allons faire de la famille en fait. Ici au Sénégal, on nous dit que il n'y avait qu'une femme, il y avait qu'une femme au moment de voter le code de la famille. Donc, ils ont pris la peine de consulter toutes les normes religieuses, les coutumes
on nous dit qu'on se retrouve avec 68 coutumes, 68 réalités socio-culturelles au Sénégal. Et bon, ils se sont réunis pour essayer de tenir en compte de toutes ces spécificités-là, sans jamais véritablement se soucier de ce que peuvent penser les femmes et comment véritablement prendre en compte leurs besoins. C'est pour ça qu'on voit que concernant par exemple le code de la famille, en tout cas le code de la famille du Sénégal, on voit qu'il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup d'articles discriminatoires à l'égard des femmes, et je pense que ça, aujourd'hui, beaucoup d'associations, ASIES et d'autres organisations se sont réunies pour essayer de réfléchir et mettre en évidence tous ces articles discriminatoires pour essayer de trouver des solutions, parce qu'il est clair qu'on va vers une façon de repenser ce code de la famille-là. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de discrimination. Aujourd'hui, il y a la question de paternité, reconnaissance parentale. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la société, nos hommes, en tout cas, peuvent ne pas reconnaître la paternité d'un enfant parce qu'il n'y a aucune obligation. Rien ne les oblige à le faire. Et on se rend compte qu'aussi, concernant la famille, aujourd'hui, pour faire voyager son enfant, il faut qu'il y ait l'autorisation du papa, sinon l'enfant ne va pas sortir du territoire. Il y a beaucoup d'inégalités. Et après, nous, quand on regarde de très loin ce code-là, on se demande où sont les femmes, en fait. On se rend nettement compte que la spécificité des femmes n'a pas été prise en compte. Et donc, du coup, on a essayé de voir comment priver encore une fois des femmes de leur liberté. Parce que dans ce code-là, il est clair que quand une femme, par exemple, a un enfant, que ce soit un enfant hors mariage ou dans le mariage, cette femme-là n'a aucun droit sur cet enfant. Cette femme n'a aucun droit sur cet enfant. Déjà, c'est le père qui donne le nom. Déjà, c'est le père qui donne une autorisation. Et ce papa-là peut refuser. Il peut prendre tout le temps qu'il veut et revenir, et toutes les portes vont lui être ouvertes parce que c'est les codes, c'est les normes, c'est la société qui veut que les hommes puissent avoir tout le droit. L'homme est aujourd'hui le chef de famille. C'est lui qui décide. Et donc, quand on regarde le code d'une manière générale, vraiment, la femme n'a pas son mot à dire. Et donc, c'est ce qui montre qu'elles n'ont pas été impliquées, ni dans la conception, ni dans les réflexions. Et donc, c'est ce qui montre aujourd'hui qu'il y a énormément d'inégalités, et que ça soit au niveau du Sénégal, et je pense bien au niveau de Maroc, hein, parce que puisque c'est une république, ou c'est une république islamique, et donc, voilà, quand on convoque l'islam, souvent les gens ont tendance à reléguer les femmes au second plan. Et c'est ce qui fait que, nettement là, on se rend compte que les femmes ont été laissées en rade. Et peut-être à tort, quand tu dis que quand on parle d'islam, on a tendance à reléguer les femmes au second plan. Peut-être c'est à tort. Est-ce que... Ouais. Oui, à tort. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est véritablement l'interprétation que les hommes font de la religion. Aujourd'hui, si on lit Asma Lamrabet dans ses écrits, elle nous montre nettement qu'il peut y avoir une autre lecture de la religion musulmane. Et il y a énormément de choses aujourd'hui qui montrent que l'influence du système, l'influence du patriarcat, l'influence du comment dompter les femmes sous la domination masculine. Et donc, c'est ce qui fait que ça soit le code et toute autre structure patriarcale vise à véritablement reléguer les femmes au second plan. Ouais. C'est la préservation des privilèges. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Et ça nous permet d'aller sur le deuxième point, Madjiguène. Justement, qu'est-ce que le Code de la famille il dit réellement à propos de l'autorité parentale, de la filiation et de l'héritage, et en quoi est-ce que ça constitue une discrimination à l'égard des femmes au Sénégal? D'accord. Alors, par rapport à ces dispositions, comme je l'ai dit, il y a des aspects qui sont positifs, mais beaucoup d'aspects aujourd'hui, parce que quand on adoptait ce code, c'était pour régler une situation à un instant T qui avait été réglée avec l'adoption de ce code. Mais ce code a évolué. Donc, de 1972 à aujourd'hui, c'est combien d'années? C'est plus de 52 ans. Donc, après 52 ans, c'est d'autres situations, c'est d'autres besoins qui ont changé. Et aujourd'hui, on a pu, nous, en tant qu'organisation de femmes, avec les services de l'État, en 2016, on avait fait un travail. Ce travail avait été piloté par le ministère de la Justice. Il s'agissait de mettre en place un comité chargé de réviser ou d'identifier toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des enfants dans nos codes.
Et ce comité a travaillé de 2016 à 2017. Et en 2017, on a déposé un rapport au niveau du ministère de la Famille avec comme soubassement l'identification de toutes les dispositions discriminatoires. À ce titre, on avait identifié déjà l'article 111 du Code de la famille. Parce que dans cet article 111, on dit que cet article pose l'âge légal du mariage. Dans le Code de la famille du Sénégal, on dit que l'âge légal pour la fille, c'est 16 ans et 18 ans pour le garçon. Donc, on voit en premier lieu cette discrimination, alors qu'au même moment, le Sénégal a adhéré à toutes les conventions internationales de promotion et de protection des droits des enfants, avec la CID et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, qui dit que l'âge légal du mariage pour la fille comme pour le garçon, c'est 18 ans. Alors que dans notre Code de la famille, on maintient toujours ces dispositions discriminatoires-là, avec l'article 111. Autre fait, parce que rappelez que ce comité avait travaillé et proposé des changements. Donc, des modifications ont été faites avec ce travail parce qu'il n'y avait qu'une seule organisation de la société civile, c'était l'Association des juristes sénégalaises, avec le professeur Fatkine Kamara, notre présidente d'antan, Madame Fatoumata Gaye Ndiaye, et d'autres secteurs comme la justice, la famille. Et ces propositions disaient de réviser l'article 111 au regard des dispositions de la CID, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et la Charte africaine, qui disait 18 ans pour les filles comme pour les garçons. Autre élément aussi, il y a la question du choix de résidence. Alors nous, au niveau des boutiques de droit, on rencontre beaucoup de femmes qui travaillent, mais qui sont confrontées à des difficultés parce que soit elles sont répudiées, soit elles sont victimes de violences psychologiques, économiques ou autres, même physiques, parce que tout simplement, c'est un mari qui veut les obliger, peut-être en fixant le domicile conjugal qui ne les arrange pas. Et souvent, c'est parce qu'il y a des petits bisbilles. Du jour au lendemain, ton mari va te dire « Je suis le chef de famille ». Au titre de l'article 152 du Code de la famille, je suis le chef de famille. Donc, à ce titre, c'est moi qui dois fixer le domicile conjugal et c'est ce que dit l'article 153. Et toi, en tant que femme, tu es obligée de l'y rejoindre, sauf dérogation ou autorisation du juge. Donc, si ton mari te dit qu'aujourd'hui, tu travailles à Dakar, il te dit demain, non, tu dois rejoindre le domicile conjugal à Kaolack. L'article 153 te dit que tu dois rejoindre ce domicile à Kaolack. Tu ne peux refuser que si tu as l'autorisation du juge. Et pour avoir l'autorisation du juge, il faut des éléments de preuve. Mais est-ce que ça, toutes les femmes le savent? Non. Donc, c'est des femmes qui sont confrontées à des difficultés de ce genre. Nous, on a proposé de changer l'article 153 du Code de la famille, qui aussi est discriminatoire vis-à-vis des femmes. Il y a ce qu'on appelle aussi l'article 196, qui interdit. Cet article pose expressément le principe de l'interdiction de la recherche de paternité. Oui, c'est l'article 196 du Code de la famille qui le dit. Un enfant qui n'est pas né dans le mariage ne peut pas aller à la recherche de son père. C'est grave, très grave. Tu es un enfant naturel ou une femme qui n'est pas dans les liens du mariage avec un homme ne peut pas lui imposer la paternité de son enfant. Ça fait mal au cœur. Et on vient avec l'article 218 de ce même code pour vous dire que, bon, on va vous donner des exceptions. Et l'une des exceptions, c'est que peut-être si l'homme s'est comporté comme étant le père de cet enfant, en achetant les ordonnances durant la grossesse, peut-être après la naissance, en donnant le nom de l'enfant, dans ce cas, on peut supposer peut-être qu'il est le père. On fait une simple supposition. Et même si vous faites des tests ADN qui sont positifs, ça n'oblige pas l'homme à donner son nom de famille à cet enfant. Ça, moi, je dis qu'il n'y a pas pire discrimination que ça. C'est une violence qu'on fait autant à la femme qu'à l'enfant. Parce qu'on dit que dans les principes même de ces conventions internationales, que l'enfant a droit à un nom, l'enfant a droit à une famille. Et la famille est composée de père et de mère. Mais cet enfant qui est né hors mariage, on lui dit que tu ne peux pas aller à la recherche de ton père. Idem, même si les tests prouvent ou même s'il y a des éléments de preuve
peut-être qui peuvent indiquer qu'il est peut-être ton père, on te donne droit qu'à une pension alimentaire jusqu'à tes 18 ans. Mais le nom, tu ne peux pas l'avoir. Et nous, dans nos boutiques de droit, le constat, c'est que des femmes viennent et souvent, on fait la médiation, ça réussit. On fait les tests ADN, c'est positif, le papa, il va reconnaître. Mais dans d'autres cas, le monsieur refuse catégoriquement. Et même si le test est positif, la femme va te dire que s'il ne s'agit que de me donner une pension alimentaire pour mon enfant, je n'en ai pas besoin. Parce que je peux travailler et nourrir mon enfant. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un nom de père pour mon enfant. Parce que ce que la loi te dit dans ce cas, c'est que tu peux déclarer l'enfant. Il aura un état civil. Et nous, en tant qu'organisation de femmes, on travaille dans ce sens. Parce que beaucoup d'enfants risquent l'apatridie parce qu'ils sont nés hors mariage et leur famille, peut-être au regard de la société, vont se dire que non, je ne veux pas que mon enfant n'ait pas de nom de père sur son extrait, je ne vais pas le déclarer, je vais attendre. Il va attendre jusqu'à le délai de 1 an pour la déclaration et après, les procédures vont être très compliquées pour cette personne ou bien c'est le laxisme sénégalais qu'on connaît qui va faire que peut-être cet enfant ne va pas avoir d'état civil. Donc, pour parer à tout ça, nous conseillons à ces femmes d'aller déclarer leur enfant et leur donner leur nom de famille pour que cet enfant, au moins, ne soit pas victime à 2 reprises. Donc, c'est des situations qui sont là. Nous avons proposé, parce qu'il y a l'avancée de la science. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que peut-être, oui, il y a tel ou son frère, on ne peut pas savoir. Non, la science est arrivée à un point où on peut déterminer effectivement qui est le père de cet enfant. Donc, au regard de cela, on devrait changer l'article 196. Il y a aussi la question de l'autorité parentale. Ici au Sénégal, le 8 mars passé, on a fait vraiment beaucoup de sensibilisation, beaucoup de bruit par rapport à ça. Même beaucoup de gens pensaient que le thème du 8 mars 2024 était relatif à la question de l'autorité parentale. Mais ce n'était pas le cas. Seulement, c'est les mouvements de femmes, les activistes féministes et autres qui se sont regroupés pour sensibiliser. Parce que aussi, c'est une véritable discrimination vis-à-vis de la femme et aussi vis-à-vis de l'enfant. Dans notre code de la famille, c'est l'article 277 du code de la famille qui pose le principe de la puissance paternelle. Parce que dans notre code, souvent les gens disent, on parle de puissance paternelle. Non. Ce qui est consacré, c'est d'autorité parentale, excusez-moi. Ce qui est consacré, c'est la notion de puissance paternelle. Et on dit que cette puissance paternelle appartient au père et aux mères. Mais dans la réalisation, les pleins pouvoirs appartiennent au père. Dans l'exercice même de cette puissance paternelle-là, c'est le père qui le fait. La mère n'intervient que s'il n'y a pas de père pour le faire. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un enfant naturel, dans ce cas, la puissance paternelle appartient à la mère parce que c'est un enfant naturel qui n'a pas été reconnu. Il y a la situation aussi où si le père est frappé de déchéance, ou si le père est absent, si c'est un père disparu, on n'a pas d'informations sur lui, ou s'il est frappé de déchéance. Dans ces cas-là, peut-être la puissance paternelle est confiée à la mère. Mais dans le cadre du mariage, et c'est stipulé dans l'article 277 du Code de la famille, la puissance elle est exercée par le père, dans le cadre du mariage. Et le malheur dans cette situation, c'est comme l'expliquait Warha tout à l'heure, c'est des femmes qui veulent voyager avec leurs enfants à qui on interdit la sortie du territoire. C'est des enfants qui doivent aller se faire soigner, à qui on interdit la sortie parce que simplement le père a dit que non, je ne vais pas donner mon autorisation. Je donnais l'exemple récemment, il y a quelques mois, un enfant qui avait des problèmes cardiaques, qui devait aller se faire opérer parce qu'il avait subi une première opération qui avait échoué à Dakar. Et lorsqu'il devait aller en France, le papa a dit niet. L'hôpital l'a appelé pour son autorisation, il a dit niet. La famille, tout le monde a fait de la médiation en vain. Donc il a fallu qu'on soit informé et qu'on fasse une demande d'autorisation de sortie du territoire. Qu'on adresse ça au juge pour que ce dernier ou cette dernière puisse donner son autorisation pour que l'enfant puisse voyager et se faire opérer.
Et la grand-mère a été tellement heureuse, elle habite dans votre commune, elle était tellement heureuse quand elle est revenue avec son petit-fils pour nous dire que c'est grâce à vous que j'ai pu aujourd'hui soigner mon petit-fils qui peut-être risquait de mourir face à l'inertie du papa. Donc ça, c'est des discriminations qu'il faut aujourd'hui enlever le plus rapidement possible. Tant de dispositions discriminatoires qui sont là et qui persistent au vu et au su de tout le monde. Et nous, à chaque fois qu'on interpelle l'État par rapport au rapport qu'on avait déposé, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est dans le circuit administratif. Et même au niveau international, l'État du Sénégal est pointé du doigt parce qu'on leur dit que sur certaines de ces dispositions, chaque année, au niveau de la CSW ou dans les autres rencontres internationales, le Sénégal est pointé du doigt par rapport à ces dispositions-là qui sont discriminatoires, autant à la femme qu'à l'enfant, mais qu'on peine toujours à réviser alors qu'on a signé et ratifié sans réserve. Il y a la question aussi de l'article 14-2C du protocole de Maputo qui dit que les victimes de viol et d'inceste, s'ils ne veulent pas garder l'enfant, peuvent recourir à l'avortement médicalisé. Mais ici, avec l'article 305 et 305 bis du Code pénal, on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui même, il y a une de nos sœurs qui sont à Joal pour aller rencontrer une petite fille de 10 ans qui est victime de viol suivi de grossesse. Une petite fille de 10 ans à qui on impose une grossesse. Et cette grossesse vient d'un viol. Vous voyez le schéma. Donc, c'est ça la situation aujourd'hui qui prévaut en termes de disposition. Et il y a tout le travail qui est déjà fait. Parce que aussi au Sénégal, on a cet avantage. On a les documents qui sont faits, les rapports sont là pour changer. Il y avait une proposition qui avait été faite pour le code de l'enfant. Jusqu'à présent, rien du tout. Parce que toujours, on nous pose le principe de l'aspect religieux, l'aspect religieux. Mais je dis que tout n'est pas religieux. Souvent aussi, il y a ce qu'on appelle ce manque de volonté politique qui est derrière cela et une mauvaise interprétation de la religion parce que peut-être nous, femmes ou organisations de la société civile, nous ne connaissons pas nos droits ou nous ne revendiquons pas nos droits par rapport à ces dispositions qui sont jugées discriminatoires à plus d'un titre. Merci Madjiguène. Est-ce qu'il y a une commission chargée du suivi justement de ce code de la famille et qui recense tous les cas particuliers qui quand même démontrent la discrimination très très forte envers les femmes et peut-être qui peut porter ce débat-là ou ces propositions de changement au-delà des mouvements féminins et féministes? Oui, c'est ce que je disais, il y avait un comité. Le comité avait été instauré par décret du ministère de la Justice. Donc, ce comité peut être renforcé. Donc, renforcer ce comité-là, intégrer de nouveaux membres et revoir même ces dispositions et ces propositions qui ont été faites. Parce que les propositions sont là, mais en l'état actuel, il n'y a pas de comité mis en place, non. Parce que vous savez, par rapport à ces questions de droits des femmes et enfants, il y a des aspects qui touchent plusieurs ministères. Il y a des aspects qui touchent autant le ministère de la Famille, d'autres le ministère de la Justice, d'autres le ministère de la Santé, parce qu'il y a les questions de santé sexuelle et reproductive, il y a les questions de droit, il y a les questions de famille, de groupes vulnérables et tout. Donc, tous ces ministères sectoriels-là doivent travailler en synergie aujourd'hui, à travers même ce comité qui avait été mis en place par décret ministériel pour qu'on puisse revoir effectivement ces dispositions discriminatoires-là, mais aussi voir comment les réactualiser et peut-être discuter avec les personnes, parce qu'il faut oser le faire. Récemment, lors des assises de la justice, on avait posé la question et c'était le débat, c'était la débandade. Il y avait dit oui. Alors, quand on a soulevé ces questions de l'accès à l'avortement médicalisé, quand on a soulevé les questions de l'âge légal du mariage, quand on a posé les questions de l'autorité parentale, tout cela, c'était le chaos. Certains disaient oui, vous organisation de la femme, vous êtes là pour peut-être pervertir notre jeunesse, pervertir nos femmes. Peut-être c'est vous qui êtes à l'origine de la recrudescence des divorces, entre autres aspects qu'on nous colle toujours quand on soulève ces questions qui fâchent, parce que je dis que c'est les questions qui fâchent. Et ces questions qui fâchent, il ne faut pas avoir peur de les poser.
Il faut en discuter, utiliser des plateformes qui existent comme Warkha TV, comme d'autres entités, comme ces genres de panels-là pour en parler et pour que, comme le principe, il faut que nul n'en ignore. Parce que il faut qu'on puisse connaître nos droits et les revendiquer. Je pense aujourd'hui qu'on a les possibilités et qu'on doit aller dans le sens de renforcer cela. Et je dis, raison pour laquelle je disais à Warkha, c'est très bien que tu puisses t'engager politiquement. Autant dans ta commune, mais au-delà à l'hémicycle, parce qu'il faut qu'il y ait les bonnes personnes. On le dit toujours, les lois ne sont pas neutres. Si tu ne participes pas à leur élaboration, tes préoccupations ne seront jamais prises en compte. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse renforcer cette participation politique des femmes et des jeunes afin que les questions qui concernent les femmes et les jeunes puissent être bien prises en compte là où il faut. Merci pour ce plaidoyer fort. Vas-y, Gaëlle. Alors, Nouza, en tant qu'ancienne membre de la commission consultative royale chargée de la réforme de la Mudawana de 2004, qui est une réforme aussi qui a permis l'obtention de plus d'égalité pour les femmes, est-ce que vous pouvez revenir sur le processus qui a permis cette réforme et quelles ont été les avancées concrètes de la réforme pour les droits des femmes au Maroc? Oui, écoutez, je crois que pour le processus de la réforme, j'ai déjà commencé à l'aborder lors de mon intervention précédente, mais je voudrais ajouter qu'en fait, et répéter peut-être que la réforme est le fruit de plus de 30 années de lutte du mouvement féminin, féministe et de lutte du mouvement de droits humains d'une manière générale et des partis politiques progressistes. Et que ça s'est fait grâce à deux choses au moins. La première, c'est que il y a eu des coalitions d'ONG féminines qui étaient extrêmement efficaces, extrêmement actives. C'est-à-dire que on a une société civile qui était très dense au Maroc, mais à l'occasion de la mobilisation pour le Code de la famille de 2004, il y a eu des coalitions comme le Printemps de l'égalité, par exemple, dans lequel il y avait une vingtaine d'associations ou plus qui étaient associées. Ils se sont mis d'accord sur un mémorandum commun et donc, comme la commission a auditionné toutes les associations, on avait le même mémorandum qui revenait. Donc, il y a le travail de coalition et de networking qui est extrêmement important, en impliquant bien entendu autant que possible les hommes, c'est très important, et en impliquant bien entendu le politique, parce que comme cela vient d'être dit, la volonté politique est déterminante. Elle est déterminante pour enclencher le processus, et elle est encore plus déterminante pour appliquer correctement les résultats du processus. Donc ça, c'est la première chose qui est dans le processus qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bénéficié d'une conjoncture politique de début de règne. Et dès le départ de ce début de règne, il y a eu quand même un discours qui a été rappelé par Adama il y a quelques minutes, dans lequel la question des droits des femmes était mise au devant. Donc ça, c'est des choses qui ont été quand même en faveur de ce code. Alors maintenant, quelles sont les avancées? Je vois en écoutant les deux collègues qui sont du Sénégal qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, très nombreuses choses qui sont communes, sauf que il y a une différence entre ce que j'entends, c'est-à-dire que vous, du fait de coutumes, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 68 coutumes ont été recensées, etc., au minimum, du fait de la diversité des coutumes dans la société sénégalaise, c'est peut-être encore plus compliqué. Bon, mais en ce qui concerne les avancées, est-ce qu'on peut passer la diapo numéro 3, s'il vous plaît? Eh bien, je peux les résumer très rapidement. La question de l'autorité parentale, qui a été soulevée à très juste titre, et de la différence entre autorité parentale et puissance paternelle. L'autorité parentale peut être entre les deux, peut être partagée entre les deux époux, mais socialement, culturellement et même parfois juridiquement, avec les règles de filiation, avec les règles de tutelle légale, la puissance parentale devient une puissance paternelle. Toujours est-il que dans le Code de la famille, il y a eu
quand même des choses qui peuvent témoigner d'un changement de la philosophie de la relation homme-femme au sein de la famille. Une des manifestations de ce changement de la philosophie, c'est qu'on est passé d'un code de statut personnel où on parlait du mari et de la femme à un code de la famille. Donc, c'est une approche familiale qui a dominé dans ce code. Et dans ce sens, on a supprimé le devoir d'obéissance qui existait dans le code de statut personnel où la femme était obligée d'obéir à son mari et cela a été remplacé par la co-responsabilité, le partenariat et la concertation entre les deux époux. Mais ça fait partie des articles déclaratoires, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement fondamental dans la définition du mariage. On a enlevé l'obéissance, on a mis co-responsabilité, partenariat, concertation entre les deux époux, mais du point de vue mise en œuvre, les articles qui ont suivi, notamment concernant la tutelle légale sur les enfants, d'accord, ou d'autres éléments que l'on peut aborder éventuellement ultérieurement, n'ont pas cette co-responsabilité, ce partenariat et cette concertation n'ont pas été nécessairement traduits dans les articles qui sont applicables. L'âge de mariage a été relevé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons. 18 ans étant l'âge de la majorité. La tutelle sur le mariage des femmes majeures est devenue non obligatoire pour toutes les femmes, qu'elles soient orphelines ou qu'elles aient un papa, d'accord? Mais elle reste à la discrétion de la femme qui peut décider est-ce qu'elle veut être représentée par son père, son oncle, son frère, ou est-ce qu'elle veut contracter elle-même son mariage. Il y a eu des changements très importants au niveau des procédures de divorce, dans le sens où, si vous voulez, il y a un phénomène de couches. Et j'espère que dans ce qui se présente actuellement, on va enlever certaines couches qui n'ont plus lieu d'exister. Ce qui a été adopté, en définitive, lorsqu'il y a eu arbitrage royal, c'est qu'il n'y a pas eu suppression de certaines procédures de divorce, mais, et vous le verrez tout à l'heure, on a introduit 2 nouvelles procédures de divorce. C'est la procédure par consentement mutuel, et vous verrez qu'il y a plus de 75% des couples qui divorcent maintenant recourent à cette procédure par consentement mutuel, et la procédure de divorce pour discorde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les femmes qui étaient violentées, mais qui ne pouvaient jamais apporter la preuve de cette violence exercée sur elles, peuvent, depuis 2004, se présenter, demander un divorce pour discorde. Elles ne sont plus tenues à apporter la preuve de cette violence et cela a résolu d'énormes problèmes. Et dans les divorces judiciaires, vous le verrez dans les chiffres sur une des diapositives, ça atteint maintenant 99% des cas de divorce judiciaire. Il y a eu des clauses contractuelles qui ont été introduites. On connaît tous dans la tradition islamique les clauses contractuelles au mariage, comme par exemple dans le rite malékite, une femme qui se marie, et ça existait depuis toujours, une femme qui se marie peut mettre dans son acte de divorce qu'elle refuse la polygamie. Elle a le droit de le faire. Et si l'homme se marie avec elle, avec cette clause, il ne peut pas être polygame. On sait qu'elle avait, et ça existait dans le code de statut personnel, la possibilité de mettre dans son acte de mariage qu'elle veut travailler et qu'il ne peut pas l'empêcher de travailler, etc. Alors, ce qui a été rajouté maintenant comme clause contractuelle, c'est un article qui permet aux 2 futurs époux de se mettre d'accord sur comment ils vont gérer les biens acquis pendant le mariage, ce qu'ils vont acquérir une fois mariés. C'est-à-dire qu'avant le mariage, ce qui appartient à la femme reste à la femme, ce qui appartient à l'homme reste à l'homme, mais les 2 futurs époux peuvent se mettre d'accord et faire un acte, un contrat entre eux, disant que voilà, tout ce qu'ils vont acquérir pendant le mariage sera partagé en moitié-moitié, 2 tiers, 1 tiers, 10%, 90%. Donc ça, c'est des clauses contractuelles. Une clause contractuelle qui a été ajoutée parce que nous ne sommes pas arrivés au sein de la commission à faire passer une jurisprudence qui est maroco-marocaine
qui est celle de Ked Essiaya. C'est un alm du XIe siècle et ça continue à être appliqué dans certaines régions du Maroc qui, lui, dit que de toutes les façons, une femme a droit à une partie de ce qui est accumulé pendant le mariage du fait qu'elle travaille toujours dans la maison ou dans le champ ou dans autre chose. Donc, à défaut d'arriver à un accord là-dessus, il y a eu donc cette clause contractuelle. Il y a eu, concernant les enfants, et là, il y a beaucoup de choses qui sont très proches de ce qui a été dit, les problématiques que vous avez soulevées à propos des femmes qui ont un enfant né hors mariage, c'est toujours un problème, j'y reviendrai, parce que nous avons un grand espoir que cela soit résolu dans la prochaine mouture du Code de la famille, mais les règles de filiation, on sait qu'on n'a pas pu faire plus, en fait. On a pu introduire les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant qui est ratifiée par le Maroc depuis très longtemps, mais ça fait partie de ce que j'appelle, moi, les articles déclaratoires. Comme quand j'ai parlé tout à l'heure du mariage, la famille, c'est un partenariat, une concertation entre les deux époux, mais en même temps, on laisse la tutelle légale uniquement au mari, etc. Il y a eu quasiment rien concernant les règles de filiation, en dehors du fait qu'on a, si vous voulez, ouvert une brèche qui, je pense, va être élargie dans les semaines qui viennent lorsqu'il y a eu des fiançailles, mais pas encore d'acte de mariage. Parce que une des différences avec ce qui a été présenté concernant le Sénégal, c'est que le mariage n'est reconnu que s'il y a un acte de mariage. Hein? Quelqu'un qui est marié ne peut pas ne pas déclarer son enfant. Parce que la femme a le droit d'aller déclarer l'enfant si le père ne va pas le déclarer. Mais il faut qu'il soit marié. D'accord? Donc, de ce côté-ci, c'est pas le même problème, mais par contre, on a les mêmes problèmes quand c'est un enfant qui est né hors mariage. Hein? Évidemment, le Code proclame que l'intérêt suprême de l'enfant doit être pris en considération dans tous les jugements du tribunal, mais la réalité, c'est que le Code de la famille ne dit pas qu'on peut avoir recours au test ADN pour prouver la parentalité biologique d'un enfant né hors mariage. Mais on verra que c'est quelque chose qui change, parce qu'il y a eu des cas qui ont été portés devant les tribunaux marocains, avec un jugement en première instance qui a donné raison à l'enfant et à la mère, et en appel, ça a été cassé. Et j'expliquerai pourquoi et pourquoi nous avons beaucoup d'espoir que ça sera rectifié, puisque maintenant, la Constitution de 2011, la Constitution du Maroc, qui a été proclamée en 2011, reconnaît l'égalité des enfants, quelles que soient leurs circonstances de naissance. D'accord? Donc, a priori, maintenant, on peut même dire que le Code de la famille est illégal, il est anticonstitutionnel, il est en contradiction avec la Constitution. Les règles de l'héritage n'ont pas été quasiment pas touchées, sauf pour l'héritage des petites filles, des petits-enfants, pardon, en cas de décès de leurs parents, du vivant des grands-parents. Elle a été étendue aux petits-enfants de la fille, parce qu'elle existait pour les petits-enfants du garçon, mais en 2004, elle a été étendue pour les petits-enfants de la fille qui est décédée du vivant de ses parents à elle. Quand les grands-parents décèdent, les enfants de cette fille héritent de la part de leur mère, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et puis, on a le fameux article, le dernier article du Code de la famille, qui est l'article 400, qui, en dernier ressort, en disant, quand il n'y a pas d'article qui répond à une situation présentée devant les tribunaux, il faut se référer au code malékite, il faut se référer aux jurisprudences antérieures et se référer au principe d'égalité. Bon, maintenant, on le verra, le principe d'égalité est entendu ou pas entendu. Dire ça, ça ne veut pas dire que l'égalité est garantie. Alors, si on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. La suivante, la numéro 4, merci. Alors, bien sûr, ce bilan, au départ, en 2004, tout le monde a salué la proclamation du Code de la famille. On s'est dit, il y a un changement de la philosophie du droit de la famille, même si on était absolument consciente
des limites, mais on se disait cela va faire bouger les lignes et on pourra progressivement élargir les possibilités de rendre justice aux femmes et aux enfants, de stabiliser les familles. Hein. Sauf qu'avec le recul, on s'est rendu compte que, et surtout avec la mise en œuvre, on s'est rendu compte très vite que c'était une réforme incomplète. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle contient des contradictions. On en a cité quelques-unes. La tutelle légale sur les enfants est exclusivement entre les mains du père, hein, du mari ou du père, alors qu'on parle de partenariat, concertation et co-responsabilité. Ça c'est un exemple, un des exemples. Il y a des dispositions qui sont incomplètes et qui laissent un pouvoir discrétionnaire au juge qui est très grand. Or, les juges, ils jugent aussi en fonction de leur idéologie. L'exemple que je voudrais donner, c'est par exemple l'âge légal de mariage est 18 ans pour les filles comme pour les garçons. Mais il y a un article qui suit qui dit il y a une possibilité de demander au tribunal une dérogation pour le mariage d'un ou d'une mineure et qui donne, si vous voulez, les conditions. Il faut que ce soit vraiment dans l'intérêt de l'enfant, qu'il y ait une visite médicale, qu'il y ait un entretien avec le psychologue pour voir si la fille, parce que la plupart du temps, on le sait bien, ce sont les filles et pas les garçons que l'on veut marier plus jeunes. Or, le problème, c'est que, non pas parce qu'on n'en était pas conscient, mais c'est parce qu'il y avait des résistances. Il a été impossible pendant l'élaboration du Code de la famille de fixer un âge minimal en dessous duquel une demande de dérogation ne pourrait pas être examinée. Elle ne serait pas examinée. Il n'y a pas eu d'âge minimal et on s'est retrouvé avec des demandes de dérogation pour des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, etc. Et on verra que c'est devenu quelque chose même de très important. Hein, et ça a même été une porte d'entrée, on va le voir, pour détourner le code. Il y a eu aussi des dispositions qui étaient censées être transitoires dans le code de la famille. Comme le seul mariage reconnu est le mariage qui est enregistré avec un acte de mariage enregistré au tribunal, le code de la famille a décidé qu'on donnerait une période de 5 ans pour la régularisation des mariages qui n'étaient pas enregistrés, c'est-à-dire les mariages coutumiers qui se font uniquement par la lecture de la première sourate du Coran, qui est la Fatiha. D'accord ? Mais, encore une fois, c'était incomplet dans la mesure où il n'a pas été précisé que cela ne devait s'appliquer que pour les mariages qui ont eu lieu avant la proclamation du Code de la famille. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette possibilité de recourir à une reconnaissance de paternité a été prolongée. Au départ, elle était prévue pour 5 ans. Elle a été prolongée 3 fois, donc elle est restée 15 ans. Et c'était la porte ouverte pour des mariages de mineurs, d'enfants, mariage forcé d'enfants sans autorisation, et pour la polygamie sans autorisation, parce qu'à partir du moment où il y a un enfant, il est impossible que le juge ne reconnaisse pas le mariage. D'accord ? Et puis enfin, il faut reconnaître, et là on y reviendra, c'est notre lot commun à nous, toutes les femmes musulmanes et de culture musulmane, c'est qu'il y a des intouchables. Il y a des questions qui sont intouchables, ce qu'on appelle en arabe les tawabit, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas bouger, et ce sont les règles de filiation, c'est-à-dire effectivement donner le nom, avoir droit au nom paternel, hein, qui reste du ressort exclusif de l'homme. C'est en lien aussi avec la reconnaissance de paternité hors mariage, mais ici, comme je le dis, un homme qui est marié ne peut pas ne pas donner son nom à un enfant. Et puis les règles de l'héritage. Les règles de l'héritage, ça a été quand même... Ça reste des intouchables parce que pour moi, ce sont les 2 verrous majeurs. Tout ça, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est quoi? C'est la règle du patriarcat. Tout ça, ce sont les 2 verrous majeurs du patriarcat, c'est-à-dire le contrôle du nom, du corps des femmes et donc de ce qui sort du corps des femmes, c'est la filiation, et le contrôle du patrimoine matériel qui doit rester dans la famille de l'époux. Donc ça, si vous voulez, ça montre que voilà les limites. La suivante, s'il vous plaît, la 5. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu aller plus loin? Ce n'est pas parce que les mémorandums ne le permettaient pas.
Les mémorandums, on en a reçu 80. Et il y avait une majorité de ces mémorandums qui disaient la reconnaissance des droits de l'enfant né hors mariage, qui disaient le partage de la tutelle légale entre les hommes et les femmes. Non, pourquoi? Parce que le Code de la famille a été élaboré dans des circonstances et dans une conjoncture nationale et internationale qui n'était pas simple. Hein. Il a été élaboré entre 2001 et 2003. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu les attentats du 11 septembre en 2001. Et donc, toute la peur, justement, de drames qui se dérouleraient si jamais on outrepasse ce que l'on considère comme étant les dogmes de l'islam. J'y reviendrai tout à l'heure sur la nécessité de déconstruire les dogmes. Et puis, le contexte national aussi, où on a eu des attentats en novembre 2002, en mai 2002, pardon, au Maroc. Et il y a eu des élections qui, pour la première fois au Maroc, ont montré une majorité pour une mouvance islamique, à référence islamiste. Donc ça, c'est la conjoncture nationale et internationale. Et il y avait aussi autre chose, c'était la composition de la commission. Bon, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire du monde musulman, quel qu'il soit, c'était une commission où il y avait des femmes. Jamais on n'a vu ça. Et depuis, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. La commission était composée de 15 personnes, nous étions nommés, 15 personnes nommées, et nous étions 3 femmes avec 12 hommes. Évidemment, premier réflexe, c'est de dire c'est très peu, mais c'était quand même très important, parce que la voix des femmes était là. Donc, ça, c'est les causes conjoncturelles. Les causes structurelles, c'est tout ce que vous venez de dire. Hein, c'est que la pensée et la culture patriarcale, avec ses présupposés dans le fiqh, le fait traditionnel, dans la jurisprudence islamique traditionnelle, continue à être dominante dans nos sociétés. Alors, ça, c'est les moins, si vous voulez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Par contre, ça ne veut pas dire que ce code de la famille n'a pas eu un impact positif sur la société, sur les droits des femmes. D'abord, ça a obligé à revoir des clauses du code du travail, des lois électorales, comme vous l'avez dit, avec l'introduction de la notion de parité et le nombre de femmes qui sont représentées au Parlement a quand même nettement augmenté. On arrive maintenant quand même à 35-37% de femmes dans les parlements. Le code de la nationalité a été changé aussi. Il y a eu un amendement parce qu'avant, les mères ne pouvaient pas communiquer la nationalité marocaine si elles ont eu un enfant avec un homme qui n'est pas marocain. Et ça, c'est grâce aux conventions internationales ratifiées. C'est-à-dire que devant la CEDAW, il y a eu un rapport de la CEDAW disant « Maintenant, votre code de nationalité est en contradiction avec la CEDAW que vous avez ratifiée. » Et il y a eu donc une modification en 2007. Depuis 2007, les mères confèrent la nationalité marocaine à leurs enfants, mais elles n'ont toujours pas la possibilité de la transmettre à leur époux s'il n'est pas marocain. Bon, ça va venir, c'est aussi une tradition marocaine d'y aller progressivement. Il y a eu aussi la proclamation de lutte contre les violences, de loi contre les violences à l'encontre des femmes. C'est une loi qui a été proclamée en 2013. Certes, elle est insuffisante, mais elle existe et on commence à en voir quand même des résultats. Et puis, il y a eu quand même sur le plan de l'inscription du droit national dans le droit universel des droits de l'homme. Il y a eu quand même la levée des réserves du Maroc sur la CEDAW, sur la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, qui a été annoncée en 2008. Et il y a eu même une adoption du protocole facultatif que vous avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que les Marocaines maintenant peuvent s'adresser à la CEDAW si elles n'obtiennent pas justice auprès de la jurisprudence marocaine. Bon. Et puis, il y a eu le grand événement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est celui de la Constitution de 2011. Alors, malgré tout cela, on le voit bien, Adama, est-ce que je continue? En fait, on va y aller un peu plus vite. Parce que je voulais parler on va partir sur le deuxième volet. Du projet qui existe actuellement, qui est sur la table. Est-ce que c'est tout de suite ou vous voulez que j'attende plus tard? Je voulais juste parler de la réforme de la proposition de réforme de 2024, mais de manière très très rapide.
si on peut revenir sur ça. Parce que justement, la réforme de 2004 a été très saluée, mais les discriminations ont persisté. Et un nouveau projet de réforme a été remis au roi en mars 2024. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça de manière très, très rapide et ensuite on ira sur la question dont vous parlez? Alors, dans ce cas, écoutez, allez à la diapo 7, c'est dommage parce qu'il y avait... Allez à la diapo 7, s'il vous plaît. La numéro 7, voilà, c'est celle-là. Voilà. Alors, effectivement, c'est depuis 2022. Depuis 2022, il y a un projet de réforme du Code de la famille. Et ça a été annoncé par discours royal en juillet 2022. Un an après, il y a eu une constitution d'une instance qui a été chargée de la révision du Code de la famille. Et là, c'est important de pointer du doigt le fait que c'est différent de la commission dans laquelle personnellement avec laquelle j'ai travaillé. Pourquoi? Parce que cette instance, elle est composée du ministère de la Justice, avec 3 départements du ministère de la Justice, du ministère de la Famille, du Conseil supérieur des oulémas et du Conseil national des droits de l'homme. Donc, ce ne sont pas des personnes qui y siègent, mais ce sont des institutions qui sont toutes des institutions constitutionnelles. Ce qui veut dire que théoriquement, ce qui doit en sortir doit être en conformité avec la Constitution, et c'est là-dessus que je reviendrai tout à l'heure. Et bien sûr, quand elle a été mise en place, la lettre royale demandait à ce que l'instance procède à de larges consultations, ce qui a été fait, et c'est en mars 2024 que les propositions ont été présentées au roi. Depuis, comme c'est écrit ici, on attend. La suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle attend, la société? Qu'est-ce qu'on attend? En fait, la grande nouvelle et qui nous fait espérer, c'est qu'actuellement, on est dans une situation d'incohérence et d'incompatibilité juridique entre la Constitution et le Code de la famille, et qui ne peut pas continuer, c'est pas possible. Alors, il y a l'article 19 qui reconnaît l'égalité de droit dans tous les domaines, pour la première fois dans la Constitution marocaine, dans tous les domaines, y compris le domaine civil. Avant, c'était pas le cas. Donc, ça oblige à réviser toutes les dispositions discriminatoires du Code de la famille. L'article 32 qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, reconnaît le droit de tous les enfants à une égale protection juridique, quelles que soient leurs circonstances de naissance. Donc, il faut revoir les règles de filiation. On est obligé de le faire. Et c'est pas pour rien qu'il y ait le ministère de la Justice, qu'il y ait le ministère de la Famille, qu'il y ait le Conseil national des droits de l'homme et le Conseil des oulémas. C'est-à-dire que le Conseil des oulémas a eu à se prononcer sur ces questions-là. Et il y a aussi le fait que le préambule de la Constitution de 2011 dit qu'il y a la primauté des conventions internationales ratifiées par le Maroc sur le droit national et qu'il faut harmoniser le droit national avec les dispositions internationales. Donc, en fait, ce qu'on est en train d'attendre, ce que au minimum, ce que la société civile demande, c'est qu'il y ait une constitutionnalisation du Code de la famille, c'est-à-dire qu'elle soit alignée là-dessus. Je pense que je peux arrêter là et on peut passer à la suite, si vous voulez. Merci beaucoup, Nouza. C'est tellement inspirant. Il y a eu tellement de choses au Maroc. Voilà, on peut passer toute la journée à en parler. Merci pour la générosité du partage. Warha, toi, en tant qu'activiste féministe déjà et en tant que conseillère municipale et co-coordinatrice du collectif des femmes du Sénégal, comment est-ce que d'après ta posture, comment est-ce que tu lis la situation actuelle? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Sénégal par rapport au Code de la famille? Et quelles sont les actions de terrain que tu proposes, toi et les groupes avec lesquels tu travailles, pour obtenir une réforme du Code de la famille au Sénégal? Donc, de manière très, très rapide. Et puis après, on va passer la parole au public. Alors, je pense que là, nous sommes dans une campagne pour qu'il y ait vraiment la révision du Code de la famille au Sénégal, parce que vraiment, c'est un code qui date de 1970, dans les années 72, donc il y a, depuis ça date de très longtemps, donc il y a certainement des incompatibilités, et donc il faut revoir ça,
pour établir un tout petit peu l'égalité entre les sexes, pour aussi reconnaître le travail non rémunéré des femmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles au sein de ce code-là. Donc, on milite pour qu'il y ait ça. On veut aussi qu'il y ait un renforcement des droits des femmes et des enfants, parce que les femmes et les enfants ont été mis en rade. C'était les grands oubliés de ce qu'on appelle de ce code-là. Donc, adapter aussi le code aux réalités modernes, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'avortement médicalisé, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de cas de viol, d'inceste, et que les femmes, des filles, il y a une de 10 ans qui sera obligée de garder la grossesse. Elle a 10 ans. Violée, elle est enceinte, donc elle n'a pas la possibilité de recourir à l'avortement médicalisé. La fille a 10 ans, en fait. Donc, et ça ne choque personne, elle ne peut aller nulle part. Et parce qu'on va lui dire, c'est quand ta vie sera en danger. Tu vas revenir quand ta vie sera en danger. Et la vie en danger est différente de la santé en danger. Ouais. Donc, il faudra revoir ça. Il faut aussi l'alignement avec les engagements internationaux, comme l'a si bien dit Madjiguène. Vous vous rendez compte que le Sénégal a signé, a ratifié tous les protocoles. À chaque fois qu'on part quelque part pour représenter le pays, on est champion. Le Sénégal vraiment a signé tout, mais il y a vraiment une incompatibilité, comme disait tout à l'heure professeur. Il y a aussi mettre en place un suivi et une évaluation des réformes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi un tout petit peu appliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Tout à l'heure, Madjiguène me disait, ceci, cela, on l'a pourtant, on l'a pourtant, on l'a pourtant. Nous, on était comme ça, waouh. On pensait être vraiment en retard, mais on l'a. Mais parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'information. On ne connaît pas ce que la loi nous permet ici au Sénégal. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Quand nous faisons le mariage, par exemple, il y a beaucoup d'informations que nous ne recevons pas. Et je pense que nous, en tant qu'activistes et tout, le travail, c'est d'abord le travail de sensibilisation, c'est-à-dire communiquer, faire des communications, faire des campagnes, aborder ces thématiques-là dans tout ce que nous faisons, que ce soit des contenus audiovisuels, films, vidéos, pour sensibiliser, éveiller aussi, partager un tout petit peu les informations que nous avons. Mais également faire aussi des activités de plaidoyer au niveau des décideurs, leur rappeler leurs engagements, leur dire, parce qu'il y a énormément, aujourd'hui, au Sénégal, on a un nouveau gouvernement. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont au sein de ce gouvernement et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc je pense que le moment est là, il faut rappeler les engagements de l'État, il faut montrer la discrimination qu'il faut, il faut, je pense, même aller déposer encore une autre fois ce rapport-là que les organisations avaient fait en énumérant tous les articles discriminatoires à l'égard des droits de femmes. Je pense qu'il faudra retrouver notre audience auprès de ce nouveau président pour lui rappeler cela et espérant qu'il va un tout petit peu appliquer cela. Et donc, c'est vraiment cette lutte-là, c'est cette conscience-là qui m'a poussé en quelque sorte à me dire que, OK, je vais accepter d'être candidate parce que peut-être si je suis dans ces espaces-là de prise de décision, je vais toujours leur rappeler ces engagements-là, je vais toujours leur dire que, écoutez, le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo et il n'y a toujours pas encore d'application, il faut revisiter ce code de la famille, il y a même ces articles discriminatoires, tout le travail est déjà fait, ce qui reste, c'est juste d'appliquer et de faire le suivi et faire le travail de communication qu'il faut. Je pense que c'est ça que nous faisons. Merci. Merci Wahra. Donc c'est surtout un plaidoyer pour que ce soit appliqué parce qu'en fait tout est déjà mis en place. Il y a juste à appliquer. Merci beaucoup. On va peut-être ouvrir la parole au public et après revenir vers vous avec une toute dernière question qui va permettre de conclure. Donc on va ouvrir la parole. Est-ce que vous avez des questions, suggestions? Ok, merci beaucoup. Et félicitations à nos deux panélistes pour la richesse et la clarté de vos interventions. Je félicite d'abord l'AJS parce que nous, on a travaillé ensemble sur un projet égalité de chance pour l'accès des femmes au foncier. Et l'association des femmes juristes a beaucoup apporté par rapport à cette campagne de plaidoyer-là. Et moi, je vais intervenir sur l'autorité parentale. Parce que nous, ça c'est une préoccupation pour les femmes. Parce que l'enfant ne peut pas connaître son père, mais il peut connaître sa mère. Mais pourquoi on se limite déjà à ce stade que la mère ne peut pas voyager avec son enfant sans l'autorisation du père?
et interpeller aussi l'AGS parce qu'on est à cette période-là de campagne électorale où on sollicite la voix du peuple pour élire les députés. On sait qu'au niveau de l'Assemblée, on vote les lois. On vote les lois là. Qu'avez-vous entamé avec ces candidats-là pour voir vraiment leur implication par rapport et leur niveau aussi par rapport à ce code de la famille? Parce que moi, j'ai entendu ce matin un prêcheur qui nous a dit que parmi les candidats, aucun n'a prononcé sur le code de la famille. Je vais me battre pour vraiment qu'on puisse abroger cette loi, etc., etc. En tant qu'association des femmes juristes, qu'avez-vous fait vraiment pour qu'il y ait une meilleure implication de la société civile, prendre en compte les préoccupations des uns et des autres? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour, je me présente, je suis Dr Mona Batit, je suis marocaine d'origine et je suis sénégalaise de résidence. Et j'ai vécu un peu sur les deux pays. Je travaille depuis 25 ans sur l'éducation et les droits des femmes et des jeunes filles. Tout ce que vous dites avec Dr Gsous, c'est vraiment notre quotidien depuis 50 ans. Okay? Et moi, mon problème, c'est que j'éprouve une énorme injustice d'avoir travaillé toutes ces années et de nous retrouver encore et toujours au même point. On a dit et on a martelé que à l'origine, c'est une histoire et une question d'éducation. Que l'éducation, c'est pour les hommes et les femmes. Que par exemple, pour le cas du Sénégal, 1970 à maintenant, ces enfants qui sont nés sous ces lois-là, ce sont maintenant. Alors pourquoi ils perpétuent ça? Qu'est-ce qui se passe? Un des principaux problèmes, c'est le modèle économique. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question en fait sur la façon dont vous travaillez parce que je vois que vous êtes des associations notamment composées de femmes. Je voulais savoir comment est-ce que vous mobilisiez la société civile pour faire passer des grandes avancées. Je pense notamment à la criminalisation du viol. Comment est-ce que vous mobilisez la société civile, notamment peut-être la partie plus masculine de la société civile là-dessus? Le fait que le socle de tout ça, et c'était ça ce que je voulais présenter après, le socle de tout ça, c'est que la meilleure des lois ne peut absolument pas changer les choses si il n'y a pas vraiment tout un tas de mesures d'accompagnement dans la société qui permettent effectivement que chaque citoyen puisse avoir accès aux droits. C'est une chose que le droit existe, c'est autre chose d'y avoir accès, et c'est une troisième chose qu'il soit effectif. Donc, bien entendu, et c'était la diapositive suivante, quand je voulais parler du fait que les pratiques changent, les lois changent un peu moins vite, mais les mentalités et les cultures ne changent pas aussi vite, et que s'il n'y a pas un travail de fond au niveau de l'éducation et au niveau des médias, au niveau de la culture, si on ne s'adresse pas aux hommes, si on ne s'adresse pas aux enfants dans les manuels scolaires, il est sûr et certain qu'on peut se retrouver avec de bonnes lois, mais qui ne seront pas appliquées, qui n'auront pas d'impact. Et ce n'est pas seulement parce que les hommes s'y opposeront. C'est parce qu'il y a des dogmes qui continuent à exister même dans la tête des femmes et même dans la tête des femmes qui sont éduquées. Un des dogmes énormes, c'est le dogme de la qiwama, c'est-à-dire la suprématie de l'homme sur la femme. C'est à lui de l'entretenir, c'est lui qui n'est pas faible, qui n'est pas ceci. Il ne faut pas se leurrer. C'est quelque chose qui est dans notre ADN historique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, en fait, il faut à un moment ou à un autre que, bien entendu, on continue à travailler dans la sensibilisation, et la sensibilisation des femmes, des hommes et des enfants à travers les manuels scolaires, etc., mais que aussi on travaille sur la politique et la gouvernance du pays. Parce que comment voulez-vous qu'une femme refuse la polygamie ou refuse la violence si elle n'a pas de moyens de vivre autonome? D'accord? Donc, il y a aussi l'autonomisation économique des femmes qui est là-dedans.
Hein. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi dans mon livre, je crois qu'il est chez vous, où j'ai raconté un petit peu l'évolution. Mon livre qui s'intitule « Une femme au pays des Fuqaha », l'appel du Hudhud, où j'ai essayé de présenter ma vision de l'évolution de la situation des femmes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette 4e édition, où j'ai écrit une postface que j'ai intitulée « L'hirondelle ne fait pas le printemps ». C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure des lois. Hein, si la population, et en particulier les femmes, n'ont pas les moyens de s'autonomiser économiquement, culturellement, hein, eh bien, on n'arrivera pas à grand-chose, et je suis entièrement d'accord. Et pour ça, il faut qu'on déconstruise des dogmes. Il faut qu'on déconstruise le dogme de la Qawama. Hein, il faut qu'on déconstruise le dogme que le code de la famille ou le droit de la famille, c'est une affaire de religion exclusivement. Non, ce n'est pas une affaire de religion seulement. C'est une affaire d'économie, de politique, de droit, d'environnement, d'habitation, etc., etc. Il faut aussi qu'on puisse vraiment s'investir dans l'action politique qui va permettre de faciliter ou de préparer le terrain pour toutes ces choses-là. Ce n'est que comme ça qu'on peut avoir une loi qui sera juste, mais surtout qui sera correctement appliquée et que les hommes, les femmes et les enfants pourront faire valoir pour un mieux vivre, parce qu'actuellement au Maroc, on arrive à une situation où il y a un manque de confiance entre les hommes et les femmes. Voilà. Merci beaucoup Nouza pour ces préconisations. Et je rappelle que le livre de Nouza est disponible à la vente. Oui, à Plume du Monde, au niveau des stands. Alors, Madjiguène, très rapidement, on te laisse répondre en 3 minutes. Warkha, 3 minutes, et après on conclut. Parfait, merci. Alors, merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci beaucoup à Mme Yaram Fall, avec qui la JS a beaucoup travaillé dans le cadre de l'autonomisation des femmes et relativement à ces questions de l'accès à la terre. Qui fait partie aussi des questions de discrimination, parce que aujourd'hui dans la Constitution, il n'y a pas de discrimination en l'État par rapport à l'accès à la terre. Les hommes comme les femmes ont le droit d'accès à la terre, mais c'est dans la pratique souvent que ça se matérialise. Et récemment, il y a un nouveau décret, le décret de 2022, donc, qui est venu élargir les conditions d'accès à la terre, faciliter les choses, mais beaucoup l'ignorent. Donc, si on demandait à toutes ces femmes qui sont dans la salle, est-ce que vous connaissez le nouveau décret de 2022? Beaucoup te diront non. Alors que c'est un décret qui est là pour élargir les conditions d'accès des femmes à la terre à travers les GIE, à travers les conditions et tout. Parce que souvent, comme elle l'a dit, les femmes accèdent à la terre souvent parce qu'on leur prête ces terres, soit parce qu'on leur loue ces terres. Et en termes, dans certaines zones, elles ne peuvent pas hériter de la terre. Donc ça aussi, c'est une forme de discrimination auxquelles elles font face. Maintenant, par rapport à ce que la JS fait relativement à cette question de politisation des femmes et des jeunes, je pense que depuis plusieurs années, nous sommes dans ce volet-là. Warkha a eu à subir beaucoup de formations de l'Association des juristes sénégalaises. Je pense que lorsqu'elle commençait ses plaidoyers sur la question de l'avortement, entre autres plaidoyers, c'était à partir de sessions de formation de l'Association des juristes sénégalaises. Donc, on est toujours très fiers de voir ces personnes que nous avons eu à sensibiliser, à former, porter des plaidoyers de ce genre, au-delà même de nos projets que nous avons initiés. Donc, récemment, on vient de clôturer même un projet que nous avons mené pendant 2 ans, et certaines des bénéficiaires étaient membres de cette dernière législature. C'est un projet qui s'intitule « Politisons les femmes et les jeunes ». Et c'est un projet qui va être renouvelé. Donc, celles qui seront parlementaires pourront bénéficier de l'accompagnement de l'Association des juristes sénégalaises en termes de formation. Comment on vote les budgets sensibles au genre. Toutes ces questions ont été développées avec des femmes parlementaires de cette dernière législature. Il y a aussi un autre aspect, c'est la question des assistants parlementaires. Avec la 12e législature, l'Association des juristes sénégalaises avait eu à initier ce qu'on appelle le concept d'assistant parlementaire, c'est-à-dire prendre des juristes, les affecter à des parlementaires pour les appuyer par rapport à la lecture de certaines propositions, les orienter et les accompagner. Et je pense que ce travail-là pourra être renforcé avec cette nouvelle législature, et on est toujours là-dessus et ça va être renforcé. Ne vous en faites surtout pas.
Déjà saluer la présence de Tata Pendambo qui a été là, qui a fait la leçon inaugurale lors de notre dernier symposium, le symposium des 50 ans de la JS, qui a été tenu récemment au King Fahd Palace, où nous avons parlé des questions d'enjeux sécuritaires, donc d'enjeux environnementaux et sécuritaires relativement aux femmes et aux enfants. Alors, par rapport aussi à l'autre question, par rapport à votre question, madame, votre intervention, je pense que comme vous l'avez dit, nous avons copié le modèle occidental. On l'a dit, à l'origine, nous avions des pratiques. Il y avait la coutume, il y avait la religion. Mais dans notre code de la famille, c'est plus l'aspect coutumier a été élagué. Et la religion a été mise en avant, ainsi que le code civil français qui a été copié en grande partie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons changer de paradigme, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on change de paradigme parce que c'est des questions politiques, économiques, sociales et tout qui nous concerne. Et allant dans ce sens aussi, prôner la masculinité positive. Parce qu'on le dit, certaines peut-être le décrient, mais il faut aller dans ce sens, hein. Autre aspect, comme l'a dit Martine, je vais vite terminer. Les questions de divorce. Je pense que tout ça, ça a été réglementé dans le code de la famille. Peut-être je n'ai pas, comme notre collègue, parlé des avancées du code de la famille, mais il faut dire qu'il y a, par rapport aux avantages qu'elle a soulignés dans le code de la famille marocaine, nous avons tous ces avantages, et même plus. Parce que le code de la famille au Maroc, c'est la charia. Alors que nous, on est dans un état laïque. Donc, il faut le garder. Donc, on va le garder. Alors, c'est le droit commun. On a ce qu'on appelle le droit commun. Donc, dans le code de la famille, les règles relatives au mariage ont été là. Concernant le divorce aussi, c'est assez réglementé parce qu'on peut divorcer soit par consentement mutuel entre les époux ou en contentieux. Et plusieurs motifs même de divorce ont été mis en place jusqu'à ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire, on était mariés, on ne se kiffe plus, oui, on divorce. Alors, donc, par rapport aussi à la question de la garde, il faut savoir que la garde est aussi réglementée. Aujourd'hui, la garde est octroyée selon l'intérêt supérieur des enfants. C'est pas parce que nous, on rencontre des femmes qui vous disent que je veux divorcer, mais j'ai peur. Est-ce que si je demande le divorce, je ne vais pas perdre mes droits? Est-ce que si j'initie la procédure, je ne vais pas perdre la garde de mes enfants, entre autres? Alors que tout ça n'existe pas. On vous donne la garde selon l'intérêt des enfants. Vous pouvez être une femme qui ne travaille pas, vous pouvez être une femme qui est en location. Vous demandez la garde de vos enfants, on vous le donne. Donc tout ça, c'est réglementé. Il faut qu'il y ait l'intérêt supérieur des enfants. Et souvent, quand il y a des doutes, il y a ce qu'on appelle l'enquête sociale. L'enquête sociale, elle est ordonnée par le juge de la famille qui va prendre les services de l'AEMO, l'action éducative en milieu ouvert, pour faire l'enquête sociale au niveau des deux parents. Donc du côté du père comme de la mère, pour savoir, au-delà des écrits, au-delà des éléments de preuve mis sur la table du juge, quel est le parent le mieux à même de garantir cet intérêt des enfants. Et l'intérêt des enfants est assez global. Par rapport à la question des successions, ici au Sénégal, en matière de succession, je l'ai dit à l'entame de mes propos, en matière de succession, il y a les successions de droit musulman et les successions de droit commun. Quand on est dans les successions de droit commun, l'homme comme la femme ont des parts égales. Il n'y a pas de discrimination. Mais quand on est en succession de droit musulman, là, c'est le droit musulman qui est appliqué. Et en matière de droit musulman, la femme n'a que la moitié. L'homme, c'est 2 parts, la femme, la moitié. Donc, c'est en succession de droit musulman que la discrimination se fait le plus sentir. Alors, déjà, il faudrait, parce que si on regarde l'article 571 du Code de la famille qui pose le principe de la succession et la réglemente, il faudrait que soit la personne décédée, le décujus, la personne qu'on hérite, soit demandé explicitement à travers son testament qu'on fasse sa succession selon le droit musulman ou selon le droit commun, ou bien si c'est une personne qui était considérée de son vivant comme musulman et qui pratiquait la religion musulmane, de facto, les juges appliquent le droit musulman.
Mais souvent, le constat ici, et que nous voyons à travers les boutiques de droit, on applique le droit commun que lorsqu'il y a des différends entre les héritiers. Donc, beaucoup de querelles et tout. Et dans ces cas-là, le juge va prendre un administrateur des biens et après faire la succession selon le droit commun. Donc, les héritiers auront les mêmes parts. Mais en principe, c'est la succession de droit musulman qui prime de façon pratique dans les affaires de succession. Et c'est le constat que nous voyons. Et ça, c'est réglementé à travers l'article 571 et suivant du Code de la famille. Raison pour laquelle j'ai dit que dans notre Code de la famille, on a pris l'aspect qui ressortait le plus la discrimination vis-à-vis de la femme. Parce que si on prend la succession de droit musulman, ça profite plus aux hommes qu'aux femmes. Ouais. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre. Pour terminer... Est-ce que je peux faire un point d'ordre, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que je peux faire un point d'ordre, s'il vous plaît? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire juste une réflexion, si vous permettez? On laisse Majigen terminer en 30 secondes, Warha 30 secondes et puis 30 secondes pour finir. Alors, par rapport c'est juste pour dire que la charia, c'est pas une seule interprétation. Le droit musulman, c'est pas une seule interprétation. Et c'est ça, justement, ce qu'il faut aussi travailler. Voilà, c'est tout. Merci pour cette précision, Nouza. Justement, le prochain panel va revenir en détail sur ce volet-là, sur le féminisme islamique. Merci beaucoup, Nouza. Alors, pour terminer, comment on fait pour la mobilisation? Je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas en croisade contre les hommes. Ce travail, c'est pour avoir une société juste et égalitaire. Et ce travail, nous devons le faire autant avec les hommes. Alors, raison pour laquelle je dis qu'il faut que nous prenions une synergie d'action et d'acteurs. Donc, raison pour laquelle on travaille avec... Comment? La sensibilisation. Oui, c'est ça, je l'ai dit dans les développements que j'avais faits, pour dire que souvent aujourd'hui, nous-mêmes qui devons revendiquer, nous qui devons revendiquer ces droits, nous les ignorons en premier lieu. Donc, par rapport au Code de la famille, il faut savoir que le choix pour le régime monogame ou le régime polygame est laissé à l'homme. Le choix revient uniquement à l'homme. C'est l'homme aussi au Sénégal qui va dire si je suis monogame ou si je suis polygame. Ce choix n'appartient pas à la femme. La femme n'a pas son mot à dire. Mais par rapport à l'option, est-ce qu'on est en communauté de biens ou est-ce qu'on sera en séparation de biens, là, la femme a son mot à dire. Mais ça, nous ne le savons pas. Donc ça, c'est des aspects pour lesquels je disais tout à l'heure à Warha, il faut qu'on fasse beaucoup de sensibilisation relativement à ce code de la famille. Donc pour terminer, on est dans la synergie d'action et d'acteurs et renforcer aussi ce qu'on appelle la masculinité positive, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Il y a ces questions de travail non rémunéré et tout ce qui va avec. Et si on ne prend pas une masculinité positive, je pense qu'on ne pourra pas peut-être développer tous ces aspects-là comme on le voudrait. Absolument. Merci beaucoup, Maj. Écoutez, je ne sais plus comment réagir, ni à quoi réagir. Il y a tellement de choses qu'il faudrait encore pouvoir discuter. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. J'insiste quand même sur le fait que examiner la situation des femmes n'est pas uniquement une question de loi et de loi de la famille. C'est une question de politique générale du pays, c'est une question d'accès aux différents droits. Ça, c'est indispensable. Deuxièmement, que le droit de la famille, de ce fait, ou les dispositions du droit de la famille, ce n'est pas une affaire d'oulémas seulement. C'est pas l'affaire des religieux uniquement, c'est l'affaire de toute la société. Troisièmement, que dans tous les cas de figure, il faut aussi tenir compte, et c'était ça aussi, il faut tenir compte quand même de la culture dominante, et cette culture dominante ne change pas si vite que ça, s'il n'y a pas une volonté politique aussi pour que les choses changent. Il est absolument indispensable pour ça. Et je rappelle encore une fois que la charia, c'est pas une et une seule. Il y a différentes façons de la comprendre. Il y a différentes façons de l'interpréter. Et il y a des pays musulmans qui ont trouvé aussi des dispositions qui sont quand même moins discriminatoires. Voilà. C'est une dynamique dans laquelle les femmes doivent s'intégrer. Merci. Merci beaucoup.
Merci Madame Nouza Guessous qui nous vient du Maroc et qui justement a partagé son expérience en tant que membre du comité justement qui a travaillé sur la réforme de la Moudawana. Merci beaucoup Fatou Warkha Samb qui est journaliste et qui est également militante féministe et candidate aux élections législatives. Merci beaucoup Madjiguène Sarr Bahoum pour tout ton éclairage sur ces questions-là à travers l'AJS que tu représentes aujourd'hui. Merci à vous toutes et vous tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. On n'aura pas le temps de conclure parce qu'il y a le prochain panel, mais ça a été un plaisir d'échanger sur ces questions-là. On pense que chacun, à notre petite échelle, on va faire passer le message et surtout porter ensemble ce plaidoyer-là pour faire changer ce qui nous concerne toutes, le code de la famille. Merci.